Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Un petit aménagement pour l'homme, un grand bond pour le lièvre. Donc c'est un webinaire qui est organisé par Faune et Biotope dans le cadre du projet Chasse et Biodiversité qui est financé par la région Wallonne. Donc on est ravis de vous voir connectés aujourd'hui. Donc il y avait plus de 200 participants qui se sont inscrits. Donc merci beaucoup pour votre participation. Petite info technique avant de démarrer, vos micros, vos caméras sont coupées par défaut. Donc, si vous voulez interagir, si vous voulez poser des questions, faire des remarques, n'hésitez pas. Il y a un petit onglet de discussion dans le bas de votre écran qui permet de poser toutes les questions que vous voulez. Et à la fin du webinaire, les intervenants pourront y répondre. Merci déjà de réagir pour montrer l'exemple. C'est très bien. Alors, donc moi, je suis Violaine Capelone, je travaille pour Faune et Biotope dans le cadre du projet Chasse et Biodiversité. Mais aujourd'hui, je ne fais que vous accueillir. On a deux intervenants qui vont mener la soirée. Donc, pour commencer, on aura Manuel de Thiès qui travaille au DEMNA, donc à la région Wallonne, qui va nous présenter brièvement l'espèce le lièvre, qui va expliquer un petit peu l'état des populations, particulièrement en Wallonie, mais également en Europe, comment les jeunes survivent et également comment gérer ces prélèvements lors de la chasse. Après l'intervention de Manuel de Thiès, nous aurons Arnoud van de Vivere, qui est chasseur sur un territoire en SB et qui va nous présenter le cas concret de son territoire, comment est-ce qu'il a mis en œuvre des actions pour permettre le développement des populations de lièvres sur son territoire, et on va voir que c'est possible. Et après ces deux intervenants, on prendra un petit temps pour vos questions et les intervenants donc, pourront y répondre. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie déjà pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Maintenant, je laisse la parole à Manuel de Thiès. Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous présenter quelques dias sur le lièvre, sur mon travail surtout au DEMNA. Je vais l'aborder en 4 questions seulement parce que bon, le temps est assez limité. Donc les questions sont les suivantes, en une trentaine de dias. Quelles sont les origines de l'espèce? Parce que je pense que c'est important de savoir d'où il vient et comment il a été programmé en fait, et pour voir comment il réagit aujourd'hui. Ensuite, le lièvre est-il menacé? Donc ça, c'est une question qui se pose régulièrement, qui est régulièrement posée à l'administration par différentes associations. Donc ça vaut la peine de tenter d'y répondre. Et puis, troisième question, que deviennent les jeunes? Parce que ça, c'est un point critique. Donc c'est une question centrale, en fait, dans la dynamique des populations du lièvre. Et enfin, comment gérer les prélèvements, notamment parce que c'est un des axes sur lesquels le chasseur peut le mieux travailler. Donc voilà, à propos de l'origine de l'espèce, donc il est apparu en Afrique il y a à peu près 8 millions d'années, donc bien avant que l'homme n'existe. À ce moment-là, le climat commence à s'assécher et les savanes apparaissent. Donc c'est une espèce qui est adaptée à ces milieux ouverts, graminés. Donc il colonise ensuite les steppes de l'Eurasie. Donc c'est la bande en rose que vous voyez ici sur l'image, à partir de l'est de la Chine jusqu'à l'est de l'Europe. Donc, le lièvre d'Europe s'installe en grande partie sur l'ouest de cette bande. Donc, les steppes, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vastes étendues d'herbes. C'est en général dans des milieux secs qu'elles se développent. Donc, pour finir, le lièvre apprécie ce genre de milieu sec. Donc, en général, sans arbres, avec une certaine diversité, soit au niveau du paysage, mais aussi au niveau, micro-paysage, mais aussi au niveau de la flore, même si ça ne se voit pas tout à fait de prime abord. Alors surtout, ces milieux sont instables. Donc, un feu de forêt, par exemple, peut détruire des centaines, des milliers d'hectares d'un coup. Et donc, le lièvre s'est adapté à cette instabilité, notamment par une démographie vigoureuse, donc une reproduction qui est assez forte et surtout échelonnée sur toute l'année. Donc, de manière à pouvoir plus facilement recoloniser des espaces après un épisode d'incendie, par exemple. Donc, pour finir, l'espèce subit des variations comme ça de population assez typiques. Donc ici, on voit des tableaux de chasse sur une septantaine d'années entre 1870 et 1940.
Et on voit que les populations ont été relativement basses à la fin du 19e, et puis ensuite elles ont fortement augmenté, et puis de nouveau elles ont fortement chuté, puis elles ont augmenté. Et c'est très classique, ce genre de fluctuation est normal pour l'espèce. On pourrait presque dire que c'est quasiment dans leur gène. Ça se traduit aussi au niveau de leur distribution dans l'espace. Donc ici, c'est une image, mais on peut trouver des lièvres à très forte densité, plusieurs dizaines d'individus au kilomètre carré, donc au 100 hectares. Et puis juste à côté, à 1 ou 2 ou 3 kilomètres à côté, on peut retrouver des densités qui sont vraiment très très basses, entre 2, 3, 4, 5 lièvres au kilomètre carré. Donc ça aussi, c'est assez typique de l'espèce. Alors, donc les habitats, au départ, ce sont les steppes, donc 8 millions d'années, et puis seulement depuis à peu près 8000 ans, il a colonisé des espaces anthropisés, donc les espaces agricoles, qui correspondent plus ou moins à ces espaces d'origine, donc les milieux maintenant agricoles. Ce sont des milieux de substitution par rapport à ces milieux d'origine. Mais globalement, ils sont suboptimaux, même si parfois les densités peuvent être extrêmement fortes dans ces milieux agricoles. Donc, par exemple, on peut retrouver dans le parcellaire agricole des zones qui sont vides de végétation, ou quasiment, donc pas beaucoup d'alimentation ni beaucoup de couverts pendant une partie de l'année. Ici, on retrouve une parcelle de céréales, c'est très bien pour l'alimentation. Donc, le lièvre consomme énormément de graminées, mais surtout des graminées en croissance. Elles sont très appétées quand elles sont au stade jeune. Après, dès qu'elles arrivent plus ou moins à maturité, elles ne sont plus consommées et ces parcelles ne sont même pas beaucoup utilisées par le lièvre. Globalement, dans un tel paysage, de plus en plus, ou en tout cas avec l'agriculture industrielle, on a trouvé de moins en moins de diversité floristique. Par exemple, même l'accotement ici au bord du chemin est composé essentiellement de graminées et pas tellement d'autres plantes à fleurs, d'adventices. Ici au bout, on ne voit même plus d'accotement pour finir. Et puis, avec l'urbanisation, on peut trouver d'autres facteurs de mortalité qui sont pas idéaux pour le lièvre, donc la circulation routière, même si l'exemple ici n'est pas le mieux choisi au niveau de l'image, voire du dérangement, voire de la prédation domestique, etc. Donc, c'est important de savoir d'où il vient. Ensuite, le lièvre est-il menacé? Donc, pour ça, on a quelques indicateurs. En région wallonne, bon, déjà, les chasseurs eux-mêmes ont mis en place toute une série de comptages au phare, donc ce qu'on appelle les ICA, les indices kilométriques d'abondance. Ces comptages au phare se font bien souvent au sein des territoires. Et à partir de 2008, si je ne me trompe pas, on a poussé les conseils synergétiques à le faire à l'échelle des conseils. Et donc, il y a une très bonne réponse, 14 conseils sur 18 dans la zone de grande culture, donc dans la zone favorable au lièvre, la plus favorable au lièvre, ont réagi et ont effectué des comptages. Et donc, ça a permis d'observer de l'ordre de 5000 lièvres par an en tout. Et on obtient ce genre de résultats. Donc, vous voyez ici l'indice kilométrique, c'est-à-dire le nombre de lièvres observés par kilomètre, ici en ordonnée, donc entre 5 et 20 lièvres. Et puis les années simplement de 2008 à 2015. Je n'ai pas actualisé les données pour la suite, mais il y a eu des comptages par la suite. Et j'ai pris un échantillon de 5 conseils ou secteurs de conseils ici. Et donc, on voit qu'entre 2008 et 2015, bon, il y a une certaine stabilité dans les ICA, peut-être une légère tendance à la baisse pour certains secteurs de conseils. Donc ça, c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur, ce sont les prélèvements donc, effectués par les chasseurs. Ici, c'est mis sur carte à un moment donné. Donc, vous voyez qu'il y a un gradient extrêmement fort entre le pays de Herve, qui convient en fait pas tellement bien au lièvre, et les conseils de l'ouest de la région wallonne, comme celui de la vallée de l'Escaut, Tournai-Frontière, où les prélèvements sont très importants. Donc, on part d'un prélèvement de moins de 1 lièvre au kilomètre carré à 10, 15, voire parfois plus de lièvres au kilomètre carré dans l'ouest du pays. Des études ont montré que ces prélèvements étaient vraiment un très bon indicateur des populations. On peut aussi retracer l'information voir l'évolution de cette information sur plusieurs années. Donc, par exemple, ici, depuis 1999, j'ai rassemblé les données du nombre de lièvres prélevés par kilomètre carré pour 5 conseils synergétiques
c'est-à-dire en fait les 5 pour lesquels nous avons des données depuis 1999, Dilorno, Haute-Sambre, SB, Tournai-Frontière et Vallée de l'Escaut. Et on voit, comme on s'y attendait, qu'il y a des fluctuations importantes. Donc, un pic ici dans les prélèvements vers 2004, et puis ensuite une chute assez forte, et puis de nouveau une remontée, une stabilisation, et actuellement plutôt une lente croissance, comme ça s'observe d'ailleurs dans pas mal d'autres régions et pays d'Europe. Ces dernières années sont plutôt favorables aux lièvres dans l'ensemble. Juste un petit rappel par rapport à la DIA précédente sur les ICA, donc elle concernait la période 2008-2014, et je montrais une certaine stabilité, il montrait une certaine stabilité, et en effet, ça s'est corroboré par l'information que l'on voit ici avec les prélèvements. Donc c'est un autre indicateur, mais toutefois très intéressant aussi. Alors, il faut relativiser les données que l'on a au niveau de la Wallonie. Donc les données de prélèvement, ce sont des données que l'on a à partir de 1998. Et on peut s'apercevoir, avec les données que l'on a pu, que des auteurs ont récoltées dans d'autres pays, que les populations de lièvres ont parfois été beaucoup plus florissantes. Ici, on a un graphique qui retrace les prélèvements par 100 hectares pour différents pays en Europe, depuis 1960 jusqu'à 1995. Donc, il y a eu une chute relativement importante. Donc, il faut de toute façon s'inquiéter de cette chute, même si d'autres auteurs montrent aussi que les prélèvements avant 1960 n'étaient certainement pas aussi élevés que ça. Au contraire, on est parti de prélèvements relativement bas, et puis une augmentation qui s'est fait sentir à partir du moment où l'agriculture a vraiment ouvert les milieux dans nos territoires. Donc, pour répondre à la question est-ce qu'il est menacé, en fait, le mieux, c'est de se baser sur la classification qui est faite par l'Union mondiale pour la nature, donc l'UICN, qui établit des listes rouges, c'est-à-dire un classement des espèces selon la préoccupation que l'on doit avoir pour elles, selon leur état de conservation. Et le lièvre est classé list concern, c'est-à-dire préoccupation mineure, en fait. Certainement parce qu'il a une aire de répartition encore actuellement qui est extrêmement vaste, donc qui part de la Méditerranée jusqu'au sud de la Scandinavie et de l'ouest de l'Atlantique jusqu'au Kazakhstan. Au niveau wallon, j'ai voulu le comparer ici à d'autres espèces de petits gibiers, donc perdrix, faisan, bécasse. Donc, je vous disais qu'il est en préoccupation mineure, donc l'échelon le moins problématique sur les listes rouges. C'est la même chose pour la perdrix au niveau européen et mondial. Par contre, au niveau wallon, elle est classée comme vulnérable. Le faisan, lui, est classé également en préoccupation mineure au niveau européen et mondial. La bécasse également, y compris au niveau wallon. Par contre, en le comparant au lapin, c'est plus surprenant. Mais le lapin est une espèce quasi menacée, tant en Wallonie qu'en Europe, et même en danger d'extinction au niveau mondial. Donc, s'il y a une espèce pour laquelle il faudrait faire beaucoup plus attention encore, ce serait certainement le lapin plutôt que le lièvre. Ça s'explique par les différences d'habitat, notamment, on pourra voir ça une autre fois peut-être. Alors, troisième question importante, c'est que deviennent les jeunes? Donc, c'est une question centrale au niveau de la dynamique des populations. Et ça a notamment été dit dans le petit film, si vous avez eu l'occasion de le voir juste avant cette présentation-ci. Donc, il faut savoir que le taux de survie des adultes est assez stable. Donc, c'est grosso modo un lièvre sur 2 adultes qui survit une année. Donc, c'est à peu près 50-50%, 55% quand il n'y a pas de chasse, et entre 30 et 50% des adultes qui survivent là où il y a de la chasse. Cette mortalité est étalée tout au long de l'année, donc par différents facteurs. Donc, ça peut être mortalité sur la route, prédation, maladie, intoxication, etc. C'est très variable. Sauf en cas de pic de maladie, là, vous pouvez avoir donc une mortalité qui est concentrée à une période de l'année. Mais bien souvent, les maladies passent assez inaperçues. L'espérance de vie, elle, est très faible. Pour un animal qui peut vivre jusqu'à 12 ans, globalement, on trouve rarement des lièvres de plus de 4-5 ans dans la nature, et l'espérance de vie est d'à peu près 3 ans. Au niveau de la survie des jeunes, c'est très différent. Donc, d'une part, il faut savoir que les hases, pratiquement 90% des hases participent à la reproduction.
et elles mettent au monde un nombre important de levreaux. Donc, c'est entre 10 et 14 levreaux selon les études, peut-être selon les régions aussi. Donc, la production de levreaux est quand même très importante. Il y a certainement des disparités régionales et peut-être même au sein d'une région des disparités dans le temps qu'il faudrait analyser. Mais le problème, c'est surtout que la survie de ces levreaux est extrêmement variable. Donc, certaines années, c'est à peine 10% des levreaux qui survivent et d'autres années, ça va jusqu'à 50 ou 60%. Donc, ça fait une énorme différence au niveau de la dynamique de population. Alors, comment est-ce qu'on étudie ça? Comme on le voyait tout à l'heure, c'est avec l'analyse des cristallins. Donc, le cristallin, c'est cette petite lentille que l'on retrouve dans l'œil du lièvre, comme d'autres animaux d'ailleurs. Et donc, cette lentille, elle grandit au fur et à mesure de la vie du lièvre, et surtout la première année. Après, ça se stabilise. Et donc, on arrive, en pesant le cristallin et en le comparant à des données de référence, à évaluer si c'est un jeune ou un adulte, ça de manière très, très fiable. Et par contre, on peut même voir si le jeune est né au mois de janvier, février, avril, etc., en fonction du poids de ce cristallin, de manière un petit peu moins fiable certainement. Alors, en région Wallonne, on a commencé ce genre d'opération depuis 2013. Donc, on a récolté de l'ordre de 300 œufs les premières années. Et puis, très vite, il y a eu un gros succès. Donc, le nombre de chasseurs participants a vraiment très fortement augmenté. Maintenant, on est aux alentours de 2500, presque 3000 œufs de lièvre qui sont prélevés et analysés au niveau du DEMNA. Donc, c'est un gros effort réalisé par le monde de la chasse et je les en remercie. Malgré l'année difficile en raison du Covid en 2020, on a quand même plus de 2500 lièvres, 2500 œufs qui ont été récoltés. Toutes les données ne sont pas enseignées ici. Donc, ça nous permet d'obtenir ce genre de graphique. Vous voyez, en fait, les bâtonnets rouges représentent le nombre de jeunes prélevés en fonction de leur mois de naissance. Donc, par exemple, en 2020, sur 1200 jeunes pratiquement, vous en avez 44 qui sont nés en janvier, donc qui ont été prélevés à la saison de chasse 2020-2021, 102 qui sont nés en février, etc., jusqu'à 212 qui sont nés au mois de juin. Vous voyez qu'il y a un pic de naissance important ici entre mai et juillet. Et puis, ensuite, la production, le recrutement de jeunes qui décroît assez vite. Mais surtout, c'est intéressant de voir que dès janvier, février, mars, il y a un recrutement important. La courbe bleue, c'est simplement la moyenne sur les années 2013-2019. Donc, ça permet de comparer différentes années. Par exemple, juillet a été un peu moins bon en 2020 que pour la moyenne des autres années. Ça permet aussi, avec donc ces yeux et ces cristallins, de voir quel est le taux de jeunes. C'est un des grands objectifs par rapport aux adultes. Donc ici, vous avez l'évolution de ce pourcentage entre 2013 et 2020. Donc on voit qu'il est plutôt en progression. Et donc on arrive à entre presque 50 et 55% pour ces dernières années. Donc c'est pas mauvais. Ça peut aller au-delà de ça, bien sûr, mais c'est pas mauvais. C'est plutôt en augmentation ces derniers temps. Le problème avec cette analyse, c'est que l'on travaille sur des lièvres morts, donc on arrive à avoir une information qui concernait la saison de reproduction passée, mais par contre, au moment de la chasse, on n'a pas encore les résultats, bien entendu, c'est après la chasse qu'on obtient ce genre de résultats. Sauf qu'avec toutes les données qui sont fournies et en les comparant aux paramètres météo, on arrive à faire des modèles prédictifs, donc ce sont surtout mes collègues qui travaillent là-dessus. Donc, avec certains paramètres climatiques observés d'avril à septembre pour une saison donnée, par exemple 2021, eh bien, on peut prédire ce que sera la réussite de la reproduction au niveau global, au niveau wallon en tout cas. On ne peut pas le prédire à une échelle plus petite, au niveau d'un conseil synergétique ou au niveau d'un territoire de chasse. Là, il y a encore beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu et je ne suis pas du tout persuadé qu'on arrivera à le prédire de manière efficace à ce niveau-là. Mais globalement, on peut quand même dire, déjà maintenant, il faudrait attendre les données de septembre, et ensuite on pourra vous dire si la réussite de la reproduction devrait être bonne ou pas pour cette année-ci, donc avant les chasses de cette année-ci. Encore un petit graphique que je voulais vous montrer, toujours à propos de ce recrutement de jeunes lièvres, puisque c'est vraiment un sujet très important.
Donc, on retrouve la courbe en bleu qui correspond au recrutement de jeunes observés en moyenne en région Wallonne. Et j'ai superposé ici une courbe en rouge qui provient en fait de données collationnées par l'Office français de la biodiversité, donc l'ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage en France, et qui correspond en fait au nombre de jeunes, de fœtus retrouvés dans les hases à différents mois de l'année. Donc l'Office a prélevé expérimentalement des hases en février, mars, avril, mai, etc. Ils ont compté le nombre de fœtus que l'on retrouvait dans ces jeunes. On s'aperçoit en fait que le pic de la reproduction devrait être étalé sur avril à juin, alors que nous, on l'a vraiment au mois de juin-juillet. Donc, il y a vraiment un décalage. Donc, il est très probable en fait que les jeunes que vous voyez ici, ce déficit-là de jeunes, entre mars et mai, ce sont des jeunes qui sont bien nés, mais qu'on ne retrouve pas dans les tableaux de chasse pour différentes raisons. Probablement, déjà, l'ensemble des prédateurs doivent aussi nourrir leurs jeunes à ce moment-là, donc ça peut certainement jouer. Et par ailleurs, c'est aussi des mois où il y a beaucoup de travaux agricoles, et les travaux agricoles peuvent avoir un impact très fort sur les levreaux, la survie des levreaux. Dernière petite information à propos de la réussite de la reproduction. Donc, les données permettent de calculer aussi un nombre de jeunes qui survivent par femelle. Et donc, en fonction des années, de 2013 à 2020, vous voyez ici que ce nombre a plutôt tendance à augmenter, mais ça reste faible. Donc, sur la production importante, je vous parlais de 10 à 14 jeunes qui étaient produits sur une année par une hase, adulte en tout cas, eh bien, vous n'avez que grosso modo, 2 jeunes qui survivent jusqu'à la saison de la chasse. Donc, que deviennent les autres jeunes? C'est la grosse question et c'est là-dessus qu'il faut essayer de jouer pour améliorer la situation du lièvre partout où on veut essayer de l'améliorer. La clé de la réussite, en fait, c'est certainement, d'après de multiples auteurs, les espaces semi-naturels qui font souvent défaut dans nos habitats agricoles d'Europe de l'Ouest. Donc ces habitats semi-naturels, comme ceux que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire avec une grosse diversité floristique, avec un couvert qui est assez circulant malgré tout, avec beaucoup de graminées, puisque ça reste à la base de l'alimentation, eh bien ça constitue aussi un couvert pour s'abriter des prédateurs, notamment les corneilles, les renards, etc. Donc ça augmente le taux de survie des jeunes de cette manière-là. Ce sont aussi des zones qui sont peu cultivées. Il y a d'abord un semis, bien sûr, mais ensuite, il n'y a pas beaucoup de traitement, pas de récolte, etc. En tout cas, quand on parle de jachère, quand on parle de méthodes agro-environnementales et climatiques. Et donc, il y a moins de trafic agricole. Donc, voilà, moins de labour, moins de faux semis, de semis, moins de fauches, de récolte, de broyage, de balotage, etc. Donc, ça fait toute une série de facteurs négatifs en moins pour les populations de lièvres. Donc, plus vous avez ce genre de milieu, plus c'est intéressant, bien sûr. Mais surtout, j'en arrive au point pour moi essentiel, en tout cas beaucoup d'auteurs l'estiment essentiel, ces espaces-là sont la base pour une bonne alimentation. Donc, il faut savoir que le lièvre a vraiment une préférence pour les plantes qui sont riches en graisses et en protéines. Donc, ce ne sont pas les graminées, même si la graminée peut constituer la base de son alimentation. Là, il sélectionne des plantes qui sont riches, riches en graisses et protéines et sucres, comme les trèfles, les coquelicots, la bourse à pasteur, etc. Donc des plantes à fleurs, disons. Et en plus, il choisit les parties les plus riches de ces plantes, donc les jeunes pousses, les boutons floraux. Et en fait, on se rend compte que c'est capital pour un bon allaitement des jeunes. Il faut savoir que cet allaitement est extrêmement court sur la durée de vie du lièvre. Donc, c'est uniquement pendant 2 à 3 semaines que les jeunes sont allaités. Et puis ensuite, ils sont sevrés. Donc, ensuite, ils doivent se débrouiller seuls. C'est uniquement une fois par jour. Donc, ça, c'est surtout pour une question de stratégie anti-prédateur. Mais ça dure très, très peu de temps. C'est 2-3 minutes. Et donc, clairement, pour que ça fonctionne, pour que les levreaux puissent atteindre une masse corporelle et donc ensuite se débrouiller par eux-mêmes très rapidement, il faut que ce lait soit particulièrement riche en graisse, en lactose, en sucre et en protéines. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des levreaux qui sont moins bien développés, moins corpulents, qui peuvent moins se défendre face aux maladies, face aux prédateurs,
et aussi moins bien se reproduire. Puisqu'en fait, les levreaux nés assez tôt dans la saison peuvent déjà se reproduire dans le courant de l'année. Il a été démontré par plusieurs études que le taux de survie des jeunes augmente très fortement, à la fois en fonction de la proportion de surface semi-naturelle, donc style jachère et meurtre, et de la corpulence des jeunes. Donc clairement, ces espaces sont hyper importants, même s'ils ne sont pas extrêmement fréquents dans les territoires. Ils sont hyper importants pour les 3 raisons que je vous citais: prédation, donc couvert, donc moins de travaux agricoles et surtout impact sur le bon développement des jeunes. Alors vous allez peut-être me dire qu'il est difficile d'améliorer les habitats. C'est pas tout à fait faux, mais il faut quand même garder confiance parce que la PAC évolue. Donc ça fait déjà depuis 1992 que petit à petit elle intègre des questions environnementales et de plus en plus. Et je pense que les objectifs ont vraiment été placés très haut par la Commission cette fois-ci. Il faut aussi garder confiance, garder de l'optimisme. Et je vous encourage à revoir le webinaire présenté par Simon Lehane le 25 mars dernier, qui montre vraiment qu'il y a pas mal de possibilités, parfois très discrètes, méconnues, mais pour améliorer l'habitat sur un territoire donné. Voilà, donc j'arrive au 4e point, la 4e question, c'est comment gérer les prélèvements, puisque bon, l'habitat, bien sûr, c'est le pilier central, à mon avis. Les prélèvements, c'est un des piliers sur lesquels les chasseurs peuvent le plus facilement agir. Il y a d'autres piliers importants pour les lièvres, comme la gestion de la prédation, mais les prélèvements, c'est certainement le pilier sur lequel les chasseurs peuvent agir le plus. Donc, d'une part, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est d'être très prudent. Alors, par exemple, mais pour d'autres raisons aussi, il faut savoir que les jeunes se dispersent beaucoup plus dans les territoires où ils sont en faible densité. Ils vont s'installer dans les territoires où il y a déjà des populations fortes. Donc, si on passe sous certains seuils de densité, eh bien, le territoire a tendance à s'appauvrir encore un peu plus. Ensuite, peut-être privilégier le mois de novembre. Donc, le mois d'octobre, c'est encore un mois où la reproduction bat son plein, ou presque. Donc, il y a encore 20 à 50% des hases qui sont allaitantes. Donc, octobre, c'est certainement trop tôt pour prélever des lièvres, en tout cas si on veut développer une population. La situation peut être tellement différente d'un territoire à l'autre que ce ne sont pas des règles générales, c'est à adapter à chaque territoire. Je sais bien que dans certains territoires, les populations sont pléthoriques. On atteint des densités de 30, 40, 50, voire 100 lièvres 100 hectares, ce qui pose vraiment problème à ce moment-là. Mais si vous voulez développer une population là où elle n'est pas forte, privilégiez plutôt le mois de novembre. Au mois de décembre, le bouquinage commence déjà. On a vu, comme sur une dia précédente, qu'au mois de janvier, on avait déjà pas mal de naissances. Ensuite, préserver plutôt les plus corpulents. Il faut savoir que ce sont les hases les plus corpulentes, donc pas les mâles. Donc, elles font plus ou moins 4 kg en moyenne, alors que les mâles en font 3,6. Et surtout que le taux de survie des jeunes est nettement moindre que celui d'un adulte. On a vu qu'il pouvait osciller entre 10 et 50% globalement. Celui des adultes est généralement de 50 ou plus de 50% sans chasse. Alors, concrètement, comment gérer les prélèvements? Donc, la méthode usuelle pour les autres espèces, c'est d'effectuer un recensement au printemps en général, évaluer la réussite de la reproduction et puis se fixer un guide de prélèvement. Donc, ce sont les trois piliers. Pour le lièvre, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que les populations sont variables dans l'espace, comme on l'a vu. Elles fluctuent très rapidement et de manière très forte, comme on l'a vu aussi. Donc, c'est difficile d'évaluer les populations des lièvres. Ensuite, au niveau de la reproduction, la réussite peut aussi être très variable, comme on l'a vu. Les jeunes sont indétectables, donc voilà, c'est un fait pour le lièvre. Et les naissances sont étalées tout au long de l'année. C'est pas comme les espèces de grand gibier où on peut observer facilement les jeunes et ces jeunes naissent de manière assez précise, par exemple au mois de juin, etc. Donc, c'est difficile d'évaluer la population, difficile d'évaluer la réussite de la reproduction. Donc, in fine, tout ce qui peut être conseillé, c'est de tenir compte de toutes les observations possibles et sur plusieurs années. Donc, les ICA, comme pas mal de chasseurs en font, j'encourage vraiment les conseils synergétiques à les poursuivre.
Les battues à blanc, quand elles sont faites, tenir compte des statistiques de tir, ça c'est extrêmement important parce qu'elles concernent à ce moment-là un territoire donné. La réussite de la reproduction, donc avec les données qui sont retransmises par le DEMNA, il faut en tenir compte aussi. Les avis du terrain, simplement vos observations. Par exemple, quand les premières chasses sont laborieuses, entre guillemets, et que vous voyez peu de lièvres ou que peu de lièvres sont tirés les premières journées, ça va être une alarme. Il faut être beaucoup plus prudent pour les journées de chasse qui suivent. Éventuellement même être capable d'annuler certaines journées, de refuser certains invités si la population l'exige. Donc ensuite, on se fixe un objectif de prélèvement et on réajuste le tir en cours de saison, comme je vous le disais maintenant. Alors, concrètement, des guides, est-ce qu'il y en a? Oui, mais c'est jamais très facile à appliquer. Ce sont des guides empiriques. C'est très variable selon la situation. Donc, est-ce qu'on est dans une phase de croissance de la population, une phase de dynamique positive, ou est-on dans une phase plus négative? Est-on dans une situation à forte population ou pas? Donc, c'est pas simple, mais il existe quand même des guides empiriques. Donc, voici un premier tableau qui part de la tendance de la population sur 3 à 5 ans. Donc, dès que c'est une tendance au déclin, qu'il soit fort ou modéré, on arrête la chasse, d'après cette proposition ici. En tout cas, quand la réussite de la reproduction est classique, donc 45-55%. Par contre, si elle est vraiment importante, 55% de jeunes, a priori, la chasse pourrait être habituée classique quand il y a un déclin modéré des populations. Sinon, la chasse devrait se pratiquer que s'il y a une stabilité ou une augmentation des populations. Une autre façon de voir les choses et d'être guidé dans ces prélèvements, c'est de se baser sur la densité de lièvres au printemps. Donc, pour ceux qui réalisent des comptages au printemps, par exemple par battue à blanc, eh bien, quand il y a moins de 6 lièvres au kilomètre carré, les Suisses ici considèrent que c'est une densité critique, qu'il faut absolument arrêter la chasse. En fait, dans ces densités-là, la population a toutes les chances de stagner et le moindre prélèvement est en général un prélèvement de trop. C'est très compliqué pour elle de se redresser. Donc, ça vaut vraiment la peine de voir où vous en êtes et de faire un comptage de printemps au moins une fois de temps en temps, si ce n'est pas chaque année. Quand les densités sont un peu plus fortes, donc faible à moyenne, par exemple 7 à 14 lièvres, ou bien moyenne à forte, comme 15 à 19 lièvres, là, on peut conseiller une certaine prudence pour encaisser les événements imprévisibles, c'est-à-dire des maladies, c'est-à-dire une météo particulièrement défavorable en plein pic de reproduction, par exemple. Et donc, ce que certains auteurs suggèrent, c'est de prélever 10 à 15% de la population au maximum. Par contre, quand la population lièvre est nettement plus forte, plus de 20 lièvres au kilomètre carré par exemple, là, il y a bien sûr plus de souplesse. Les prélèvements peuvent aller même très loin, parfois 50-60% de la population, mais il faut vraiment baser ça sur ce qui s'est déjà fait dans le territoire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, rassembler tous les indicateurs pour ne pas faire d'erreur. Donc, s'il fallait synthétiser, retenez qu'en cas de déclin, pas de chasse, en cas de densité critique, pas de chasse, et globalement, dans les autres cas, c'est-à-dire des densités moyennes, maximum 10 à 15% de prélèvement par rapport à la population de printemps. Alors, une dernière chose qui me paraît très importante au niveau de la gestion des prélèvements, et je crois que l'interlocuteur suivant, Arnaud, en parlera également, c'est la mise en place des réserves non chassées. Donc, elles ont vraiment fait leurs preuves. Vous voyez ici une première courbe avec les densités de lièvres vues, donc la quantité de lièvres vues dans les zones chassées qui entourent une réserve, et la courbe du dessus, c'est la quantité de lièvres vues dans la réserve qui n'est pas chassée, donc. Et vous voyez que très vite, après quelques années, les lièvres comprennent très bien et vont vite se réfugier. Donc, les points sont les données à la saison de la chasse, ou à la fin de la saison de la chasse plutôt, et les petits triangles sont les données avant la saison de la chasse. Donc, ils vont rapidement se réfugier dans les réserves et les populations augmentent très fort dans les réserves. Vous voyez que la population ne diminue pas pour autant dans la zone non chassée. Au contraire, il y a plutôt une tendance à la hausse ici dans cet exemple. Donc, il y a beaucoup de lièvres qui se concentrent en fin de saison surtout dans ces réserves.
la productivité y est accrue, donc il y a un effet de groupe, il y a une question de comportement, et les lièvres ont tendance à être plus productifs dès que les populations sont en augmentation, donc c'est un effet démultiplicateur. Et puis ensuite, à partir de là, les espaces environnants peuvent être recolonisés, c'est souvent le cas. Et donc, bien souvent, quand on met en place des réserves, les possibilités de prélèvement synergétique sont plus importantes dans les autres zones autour des réserves. C'est particulièrement utile à mettre en place dans les zones où le lièvre est peu présent. Je pense que la dernière dia ici, je voulais juste vous dire concrètement comment mettre en place des réserves. Donc, elles doivent être assez grandes, donc c'est 100 à 300 hectares. Alors, vous allez me dire que les territoires de chasse ne font pas cette superficie-là en moyenne, c'est vrai. Donc, il faut arriver à s'arranger à plusieurs territoires. Par exemple, des réserves qui se situent à cheval sur 3, 4 territoires si possible. Et plus les populations sont faibles, et plus la réserve doit être grande, donc plutôt 300 hectares pour les situations où les populations sont faibles. Elle doit représenter de l'ordre de 10 à 30% de l'espace global. Donc, c'est une action sur laquelle les conseils synergétiques peuvent bien intervenir pour organiser cette action. Elles doivent être mises en place dans les meilleurs secteurs. Donc, là où vous voyez que les populations de lièvres ont en général tendance à bien se porter sur votre territoire de chasse, c'est là en fait qu'il faut mettre la réserve en place, et ça vous donnera d'autant plus de sécurité pour les années qui viennent et d'autant plus de possibilités de prélèvement également, en tout cas pour les chasseurs. Donc, la faire de forme compacte, c'est plus efficace, et les garder plusieurs années, de préférence au-delà de 5 ans, puisqu'on voit que l'effet se marque progressivement. Voilà, avec ça, je pense que ça termine les 4 questions que je voulais passer en revue. Malheureusement, c'est extrêmement court, mais je serai disponible pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, et je vais recéder la parole à Violaine, je pense. Merci beaucoup, Manuel, pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'on a reçu plein de bons conseils pour gérer de manière, au mieux les populations de lièvres. Et je suppose que ça donne plein d'idées aux chasseurs qui nous écoutent. En effet, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aborder plus l'un ou l'autre sujet en fin de webinaire, n'hésitez pas à le noter dans le petit onglet « Discussion ». Maintenant, on va céder la parole à Arnaud van de Vivere, qui est donc chasseur sur un territoire en SD et qui a mis en place toute une série d'actions, de mesures pour développer la population de lièvres sur son territoire. Donc, Arnaud, je te cède la parole. Merci beaucoup, Violaine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir participer à ce séminaire. Je crois qu'il est super important d'y croire. Et le positivisme, c'est quelque chose qui est très important pour les chasseurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont toujours tendance à se plaindre. Il est clair qu'il faut toujours travailler et consacrer du temps. C'est un élément de base. Ceci dit, je pense que si on sait travailler sur 3 piliers, on obtient normalement du résultat. Et donc, ces 3 piliers, c'est les prédateurs, le biotope et la façon de chasser. Je pense aussi qu'il est important de pouvoir coopérer avec les voisins parce que si, comment je veux dire, plus grand la surface sur laquelle on travaille, mieux qu'on obtient les résultats. Je vais essayer d'être très pratique avec vous ce soir. C'est l'expérience dans les années. Je suis né à Bruges. La chasse de la famille, c'était dans les polders, en Flandre. Il y a 10 ans, on faisait encore des matinées à 40 lièvres. Donc, voilà, je suis né là-dedans. J'ai pu expérimenter avec certaines choses. Et ça, c'est intéressant. J'essaie aussi de lire, de voir d'autres bons exemples. Je suis
les études scientifiques du Game and Wildlife Conservancy Trust en Angleterre, etc. Donc, j'essaye, mais dont je vais vous parler ce soir, c'est surtout l'expérience, et je vais essayer de partager avec vous ce qui, pour moi, semble fonctionner. Donc, le territoire que je gère actuellement, c'est un territoire de 900 hectares, dont, on va dire, 750 hectares chassables, si on décompte, je veux dire, toutes les habitations, etc., etc. C'est principalement des cultures, quelques prairies, on a quelques bosquets, on a un bois de 50-60 hectares, on a un peu d'eau, mais pas beaucoup. C'est un territoire vallonné. J'ai eu la chance de l'hériter d'un chasseur qui m'a fait confiance, qui me considérait comme son fils. Et donc, ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur ce territoire. On chasse à 8 et j'attends de mes chasseurs qu'ils travaillent 3 à 4 jours en équipe par an sur la chasse. À part cela, j'ai une fois, pendant un an, j'ai une fois tenu tout le temps que j'y investissais en dehors des journées de chasse. Donc, si j'allais broyer dans les bois, c'était une journée. Si j'allais à l'affût le soir pour le renard, c'était un quart de jour, etc. Et j'arrivais quand même, un peu étonnant, mais un peu surprenant, j'arrivais quand même à 35 jours hommes par an que je travaille pour et sur la chasse. J'ai aussi la chance d'avoir un bon garde. Lui, il fait encore un peu plus que moi. Je l'estime à une 50aine de jours par an, donc c'est quand même considérable. Mais ça peut porter ses fruits. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé sur ce territoire, on tirait 2 lièvres, 2 sur 700 hectares. Aujourd'hui, en moyenne, on en tire une quarantaine. La meilleure année, c'était en 2010 ou 2011, on en a tiré 75. Donc, c'est tout à fait possible. Bon, next slide, s'il te plaît. Le premier pilier, pour moi, c'est la gestion des prédateurs. Et le prédateur principal du lièvre, c'est la corneille. Pour moi, la corneille est beaucoup plus importante que, par exemple, le renard. Donc, on travaille à 2 niveaux, on piège et on les tire. Piégeage, bon, c'est surtout mars à juillet. On a 3 cages Larsen, on a 2 corbotières, dont une mobile. On l'appelle la roulotte, on sait la déplacer. Là, il faut savoir qu'une année marchera mieux que l'autre. Par exemple, cette année, pour nous, en tout cas, c'est très difficile de prendre dans les cages. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. L'année passée, par contre, ça a très bien marché. Il y a eu plusieurs semaines qu'on prenait, etc., que ça fonctionnait bien. Ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la chasse, c'est la destruction, c'est le tir. C'est surtout tôt le matin. Donc, je fonctionne avec 2 tourniquets, une vingtaine de formes, c'est des corneilles floquées, vous le voyez sur la dia à droite. J'ai une cachette et puis j'utilise un appôt. Et ça fonctionne bien. Je le fais tôt le matin. Il faut se lever très tôt parce qu'il faut être dans la cachette 1 heure avant le lever du soleil. On va tirer, je veux dire, les premières corneilles très vite dans cette première demi-heure. Et bon, dans la période mars, avril, mai, juin, ça peut être très tôt qu'on doit se lever. En moyenne, chez nous, on tire 170 corneilles par an, où on piège, donc c'est la totalité des deux mesures. Donc, on pourrait dire une vingtaine de corneilles par 100 hectares. Donc, avant que je commençais pour la totalité du territoire,
Le Gard, soi-disant, il faisait 17 corneilles sur la totalité. Nous, dans la meilleure année, on a fait 317 corneilles. Ici, pour cette saison-ci, on est à 164. Donc, on n'est pas loin de notre but de 20 corneilles au moins aux 100 hectares. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très utile. Les agriculteurs seront ravis avec le boulot qui est fait. On sait, si on le fait, qu'on fait du bien pour la biodiversité en général, pour le gibier en particulier. En plus, c'est gai, on peut passer de très belles matinées, on voit le soleil qui se lève. Il faut être bon chasseur pour le faire. On apprend. Les corneilles, c'est des bêtes méfiantes. Et voilà, j'aime beaucoup et je trouve que c'est une chasse très chouette. Donc, je dirais, pour ceux qui ne le feraient pas encore, faites-le, ça rapporte vraiment. Pour moi, c'est le plus grand prédateur des lièvres. Deuxième pilier, allez, sous-pilier de gestion des prédateurs, c'est bien évidemment les renards. Pour les non-believers, pour moi, le renard, et j'ai des preuves, il prend des grands lièvres. C'est rare qu'on sait le prouver, mais je l'ai déjà vu, j'ai d'ailleurs des vidéos, ça arrive. Pour nous, la méthode principalement utilisée, c'est l'affût. Principalement avril à juin, le soir tard ou tôt le matin. Même chose, 1 heure après, 1 heure avant le lever ou le coucher du soleil. Sur le territoire, avec les années, on a installé 23 échelles ou miradors. C'est beaucoup, ça c'est vrai, mais une année, on avait vraiment eu une chute dans notre population de faisans sauvages. On avait perdu le contrôle des renards. Et puis on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc on a investi là-dedans et on a installé des hauts sièges, etc. C'est principalement en lisière de bois. Et à fur et à mesure des années, on a su optimaliser. Donc maintenant, il y a des endroits où je sais que dans la période avril-mai, je vais certainement tirer 1 ou 2 renards, je le sais à l'avance. Ce qui aide beaucoup aussi qu'on a des caméras gibier qui sont branchées et qui m'envoient les photos sur mon GSM, sur l'email. J'ai quelques caméras comme ça. Ça permet d'observer, de connaître les habitudes, de savoir est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot, est-ce que ça diminue. Et surtout, il faut essayer de connaître les habitudes des renards. Il y a des appâts qui peuvent aider un peu. Au moment qu'on connaît les habitudes, au moment qu'on connaît leurs heures, on peut y être et on peut agir. Donc chez nous, on tire en moyenne 17 renards par an, donc c'est 2 par 100 hectares. Avant, donc il y a 17 ans, c'était 3. L'année où on a pris le plus, c'était une année où on a pris 26. Ici, cette année, on est à 10. Et donc, voilà, quand vous regardez le slide suivant, c'est une photo prise par une des caméras. Mais vous voyez la date, c'était le 8 février. Il avait neigé. C'est clair qu'à cet endroit-là, j'avais du boulot. Et à mon avis, ces 2 renards sont morts. De temps en temps, je suis capable de dire, voilà, un tel renard, il n'y est plus. Troisième sous-pilier de gestion des prédateurs, c'est les pies. Bon, même chose, 2 cages Larsen, c'est surtout en proximité des habitations. Je pense que tout le monde connaît ce système. On piège plus ou moins 19 pies par an, donc 2 à 3 par 100 hectares. L'année meilleure, on en a fait 50. Ici, cette année, on est à 19.
Ça, c'est au niveau de la prédation. C'est clair que c'est un pilier très, très, très important. Deuxième pilier, c'est la gestion des populations de lièvres et surtout la façon de chasser. Manuel en a parlé beaucoup. Je pense que c'est très, très, très important de connaître la population ou d'essayer de connaître la population. Donc, on fait depuis très longtemps des comptages ICA. On fait sur notre territoire 3 à 7 comptages ICA par an. Et justement, à cause de cette variabilité, parce que d'un comptage à l'autre, ça peut être très variant avec le temps, mais aussi on peut voir qu'à un certain moment de l'année, ils ne sont pas là, et puis à un autre moment de l'année, ils sont revenus, ou voilà, ils sont de nouveau là. Donc, c'est très difficile de dire pourquoi, mais il y a une forte variabilité, et donc il y a un besoin de faire plusieurs comptages pour avoir vraiment un sentiment de la population. Chez nous, on compte au minimum 5 lièvres par kilomètre et on arrive à des chiffres de plus de 15, bien plus de 15 au kilomètre, selon la zone, selon l'année. Un deuxième élément, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais chez nous, d'office, quand on chasse le soir au tableau, on vérifie les sexes. Donc, on regarde combien de mâles est-ce qu'on a prélevé, combien de femelles est-ce qu'on a prélevé. Un troisième élément, c'est l'analyse des cristallins. Donc, Manuel l'a dit en 2013, je crois qu'il a commencé. Je pense qu'on était parmi les premiers pour participer. Et c'est des infos qui sont très utiles. C'est vrai que c'est après chasse, mais ça donne toujours une idée. Tiens, est-ce que ça a été au-delà de 50%? Est-ce qu'on a eu à 55% de jeunes? Ou est-ce qu'on avait quand même moins? Et est-ce que c'est un indice que certainement aussi l'année prochaine, on devra être vigilant ce qu'on fait? Donc il y a un peu de retard, mais ça permet toujours d'agir. Et en fonction de tous ces éléments-là, il faut adapter et il faut ajuster. Et il y a aussi certaines pratiques de chasse qu'il faut mettre en place. Pour moi, personnellement, la chasse en battue est nettement meilleure que la chasse à la botte. Donc, j'ai appris ça dans les polders en essayant et on arrivait, en chassant en battue, à prélever 2 tiers de mâles comparé à 1 tiers de femelles. C'est évident que ça aide. Et le système est relativement simple. On prend de grandes surfaces, on vient de loin, presque d'1 kilomètre, ou en tout cas plusieurs centaines de mètres, et puis les traqueurs poussent, et vous allez voir si vous appliquez ça, au moment que vous donnez le début de battue pour les traqueurs, au début de la battue, très vite, les premiers lièvres, et ce seront les mâles, vont arriver à la ligne. Dès qu'il y a un peu de bruit, déjà avec les traqueurs qui se mettent en place, avec les jeeps, etc., les mâles vont déjà arriver à la ligne. Et donc, si vous donnez les indications de prélever le ou les 2 premiers lièvres arrivant à la ligne, vous allez souvent remarquer que c'est presque toujours des mâles, et ça permet d'avoir cette proportion dans le prélèvement final à la fin de la journée. Et donc, c'est très possible, je le fais toujours, que je limite à 1 ou 2 lièvres pour les fusils postés, et puis par après, stop, on observe. Et c'est gai, j'ai des chasseurs souvent qui disent quel plaisir, après avoir tiré 1 ou 2 lièvres, d'encore voir passer 5, 6, 7, 8, etc. Donc je limite toujours par battue ou par demi-journée ou par journée entière par fusil. Ça dépend un peu du programme, ça dépend du quota, ça dépend des nombres de jours qu'on va autoriser le lièvre, etc.
Ce que j'applique beaucoup aussi, c'est le coup franc, où que je leur explique, voilà, vous pouvez tirer vers un lièvre. Si vous l'avez tiré et prélevé, tant mieux pour vous. Si vous l'avez raté, ben, tant pis. Ça va forcer les chasseurs à bien choisir leur opportunité et à bien s'appliquer. Un deuxième élément, je demande aux chasseurs d'essayer de tirer les lièvres de face ou de travers, pas de cul. Au gros gibier, tout le monde trouve ça normal. Ben, moi, je trouve ça relativement normal au petit gibier aussi. Il est très clair, si vous avez un lièvre qui est de travers, ben, il va rouler. S'il y a un bon fusil, même un bon fusil, s'il tire de cul, il y a quand même une bonne chance qu'il va le blesser, qu'il va continuer, etc. Quand on chasse en battu, je demande aux traqueurs et aux quelques fusils qui sont dans la traque de préserver le lièvre qui se gîte. Donc, un lièvre qui se gîte, voilà, on fait un détour, on prend 3, 5 mètres, on le laisse tranquille. J'ai déjà appliqué aussi que les lièvres qui partent en arrière, on les laisse tranquilles, on ne les tire pas. Il y en a qui disent qu'en fonction des oreilles, on sait dire si c'est un mâle ou un femelle. Je ne sais pas. Je n'y crois pas vraiment. Je n'ai pas su le prouver. Ce que j'ai prouvé et ce que j'ai su voir avec les années, que ce système de battu, ça fonctionne pour prélever plus de mâles que de femelles. Un dernier élément, c'est qu'il faut rechercher les lièvres soi-disant ratés. Si vous avez de bons fusils ou si vous connaissez un peu vos fusils, si vous savez que c'est un bon fusil, s'il dit « tiens, j'avais un bon sentiment, j'avais l'impression d'être dedans », faites la recherche, il y a une grande probabilité qu'après 200-300 mètres, vous allez retrouver le lièvre mort sur place. Donc, il faut toujours, quand le lièvre n'est pas sur place, il faut le suivre. Très souvent, pendant que vous le suivez à 100 mètres, à 200 mètres, vous allez voir qu'il ralentit ou qu'il tombe. Ou si vous avez un bon chien, s'il est rentré dans du couvert, si le chasseur ou les traqueurs avaient l'impression qu'il était bien dans le gerbe, très probable que vous allez le retrouver. On a déjà comme ça retrouvé pas mal de lièvres. Donc si Arnaud, il te reste 10 petites minutes. Ok, merci, c'est gentil, je devrais y avoir. Je devrais y arriver. Mais donc, c'est important d'être vigilant à ce niveau-là. Manuel l'a dit aussi, effectivement, j'applique des réserves de chasse, donc ce qu'on appelle des maternités. C'est des zones qu'on ne touche pas, jamais. Ça reste plus ou moins les mêmes endroits à l'intérieur, je veux dire, du territoire de chasse. La tranquillité est très importante pour le lièvre. Il faut faire un passage par an et puis vous laissez tranquille. Donc, vous faites vos battus et puis une seule fois et vous allez voir que ça fonctionne. Troisième pilier, c'est les actions pour l'amélioration de l'habitat. Bon, il y a déjà eu assez de conférences là-dessus. Il y a les MAE, les MAEC. Ce que je fais actuellement, je loue des parcelles à l'agriculteur. Malheureusement, c'est au prix des pommes de terre. Donc, c'est à 1 600 € l'hectare que je loue. Mais je le fais si je n'ai pas d'autres moyens pour quand même avoir quelques bandes ou pour pouvoir installer là où je veux faire le maillage entre les bosquets, etc. Bon, je n'ai pas des hectares comme ça, mais je le fais quand même. C'est important d'avoir des mélanges divers, pas trop denses. Avant, j'achetais en Angleterre chez Bright Seeds. Maintenant, avec le Brexit, c'est devenu difficile, mais il y a des semences, des mix, des mélanges qui sont très bien aussi, bien évidemment, à trouver ici dans le commerce. Un autre élément qui, pour nous, fonctionne très bien, next slide s'il vous plaît, c'est des allées enherbées dans les bois. Je vous explique, on a acheté un vieux tracteur avec un nouveau broyeur
Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir les bosquets et les bois pour éviter que ça devienne trop dense. Et vous le voyez sur le slide là à gauche, quand vous regardez un peu, vous voyez qu'on a vraiment fait un parcellage du bois. C'est étonnant ce que ça donne comme résultat. Donc on fauche 3 à 4 fois par an, mais de cette façon-là, on crée des lisières, on crée des endroits vides, ensoleillés, on fait la division du bois en parcelles, c'est top pour tous les gibiers, c'est top pour la biodiversité en général. On voit que le lapin revient, il en a besoin, on voit où il y avait plus de lièvre dans les bois. Maintenant, après 2, 3, 4 ans que le lièvre explose à ce moment, à ces endroits-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a une flore diversifiée. C'est vraiment quelque chose que je peux absolument conseiller. C'est un peu moins connu, mais c'est sous-estimé, donc je peux vraiment le recommander. Next slide. Bon, bien évidemment, on essaye de faire des plantations dans les bois avec des arbustes, des plantes appréciées par la faune, aussi pour le faisan, le rhododendron, il aime bien, etc. C'est connu depuis des siècles en Angleterre, en France, etc. On essaye de participer au projet comme le projet de millefeuille, donc les plantations d'arbustes en plaine, donc des îlots de 2 mètres sur 1 mètre, c'est 100% subventionné. Ok, je sais que ce n'est pas toujours facile, on a commencé avec 30, il y a toujours des endroits qui ont été abîmés ou ça a disparu, ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, sur les 30 qu'on a commencé, qu'on a planté, replanté, encore une fois replanté, etc., protégé, maintenant il en reste 20 et ça commence à donner ses résultats. Donc en général, je dirais, il faut saisir chaque opportunité qu'on a pour améliorer le biotope. Bon, il me reste une demi-minute, donc je propose d'aller au dernier slide. Personnellement, je pense, si vous retenez ça de mon exposé, c'est-à-dire, voilà, j'espère qu'il veut se taire, oui, ça va. Si vous retenez ça de mon exposé, que vous travaillez en même temps sur les 3 piliers, la prédation, la façon de chasser et l'aménagement du biotope, autant que c'est possible sur les 3 niveaux, vous pouvez y croire normalement. Ce n'est pas garanti vu la variabilité, mais normalement, vous allez obtenir des résultats. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a 18 ans, quand j'arrivais, le prélèvement était sur base annuelle sur tout le territoire de lièvre. Ici, on est en moyenne à 40 lièvres. La photo, c'est une photo, bon, vous voyez, on ne tire que les coqs faisans, c'est comme avec les voisins. Heureusement, vous voyez un beau tableau avec du gibier naturel, ou en tout cas pour les faisans semi-naturels ou naturels. Ça fait du plaisir, c'est gai, il faut y croire, il faut y travailler, mais c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Manuel, Arnaud, un tout grand merci pour vos présentations. Je pense qu'on a déjà appris énormément de choses. Alors, on a pas mal de questions pour vous. Alors, il y a des petits malins qui apparemment n'ont pas compris qu'on pouvait poser des questions par le chat en dessous, mais qui nous ont carrément envoyé des mails. Donc, je vais essayer de poser à chaque fois une question à l'un et puis à l'autre, et puis on va voir un petit peu si parfois vous voulez switcher de l'un à l'autre pour répondre. Vous n'hésitez surtout pas. En tout cas, un tout grand merci déjà pour tout ce qu'on vient d'apprendre. Alors, je vais commencer par une question pour Manuel. Quelle est l'importance de la gestion des prédateurs dans la survie des jeunes lièvres? À quel autre facteur le chasseur doit faire attention pour optimiser le taux de survie des jeunes lièvres?
Mais justement, donc, c'est clairement les jeunes lièvres qui sont les plus sensibles à la prédation. Donc là, il y a pas mal d'études qui le montrent. Oui, de diverses manières, soit des animaux qui ont été munis de colliers d'émetteurs, etc. Enfin, il y a différentes études qui le montrent. Donc, ça, c'est clairement un paramètre important. Les adultes sont en général nettement moins sensibles à la prédation. Donc, c'est certainement une chose importante à faire. Et la deuxième partie de ta question, c'était à quel autre facteur le chasseur doit faire attention pour optimiser le taux de survie des jeunes lièvres? Mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était surtout une question d'habitat, de fournir donc des surfaces semi-naturelles. Donc, les champs cultivés, c'est bien. Donc, dès qu'il y a des céréales, en tout cas, ben, ça fait pas mal de nourriture de base, disons. Mais à côté de ces champs cultivés, il faut des espaces semi-naturels. Ça peut être des talus, des fossés, des MAE, des bords de route, etc. Mais dans ces surfaces, on va retrouver un maximum de plantes à fleurs, donc des plantes qui sont plus riches, qui n'ont pas que de la cellulose, comme enfin, l'essentiel des graminées, mais qui sont plus riches donc, en lipides, en protéines. Donc ça, c'est essentiel pour que la hase soit bien alimentée et puis ensuite pour que le jeune croisse de manière vraiment efficiente et puisse mieux se défendre par la suite face aux maladies, aux prédateurs, etc. Typiquement pour le lièvre, donc peut-être des bandes aménagées en couvert fleuri plutôt que couvert nourricier, du coup. C'est couvert du type MAE, MAEC, donc les bandes faunes là sont extrêmement intéressants, il n'y a pas de doute. On le voit notamment en matière de fréquentation de ces bandes. Si je peux ajouter à ça, je pense que c'est important déjà après la saison de chasse normale, on va dire, au mois de février, certainement au mois de mars, déjà d'avoir une bonne pression sur les corneilles. Comme je disais, les corneilles, j'ai déjà tellement vu 2-3 corneilles il y a une corneille qui va essayer d'avoir l'attention de la hasse, et puis l'autre corneille va s'occuper du jeune, il va piquer les yeux et puis il va manger le jeune ou attaquer au moins le jeune. Donc c'est important de déjà être dehors, ce qui fonctionne bien. Si vous avez encore une bande de maïs quelque part, vous broyez ce maïs au mois de février, et puis vous allez voir que les corneilles viennent dessus, vous laissez un peu venir. Au moment que vous voyez que ça fonctionne bien, ben, vous y êtes le matin, vous allez faire un bon travail pour les lièvres, pour le frou, ça c'est sûr. Alors, une question pour vous, Arnout. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on sort un peu du cadre de la gestion du territoire, c'est plutôt de la gestion humaine. Alors, on a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander « Obligez-vous vos actionnaires à travailler sur le territoire? Si oui, comment faites-vous? Les miens ne sont là qu'en saison de chasse. Avez-vous un truc ?» C'est une très bonne question. Il faut être, comment je veux dire, chaque personne a ses compétences et il faut essayer de trouver quelque chose qui correspond aux compétences de cette personne-là. Il y a toujours des tâches qu'on peut attribuer à l'un ou à l'autre. Il est clair que si on a des chasseurs qui sont un peu plus âgés, que voilà, il ne faut pas exiger qu'ils vont tronçonner pendant 8 heures. Eux, ils peuvent faire d'autres choses. Mais l'impression que moi j'ai, c'est qu'une fois qu'ils sont venus pour travailler sur le territoire, ils vont se rendre nettement mieux, et ils vont se rendre nettement plus compte du fait que c'est beaucoup de boulot et que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fatigant, etc. De l'autre côté, si on se retrouve et on fait un petit barbecue ou par après on fait quelque chose de chouette, on sait créer, je veux dire, une ambiance de groupe, et puis on se revoit, on se retrouve en dehors de la saison de chasse, et bon, il faut expliquer, voilà, si vous voulez faire partie de ce groupe ici, ben, on attend que vous êtes impliqués. Je ne sais pas faire tout seul. On travaille déjà beaucoup. Ce ne serait pas mal si vous pourriez participer 3-4 jours par an. Et chez moi, ça fonctionne. Bon. Les solliciter au mieux, donc. Pardon? Les solliciter au mieux, en fonction de leurs compétences. Oui, voilà. Alors, une question pour Manuel. Quel est l'âge ou le poids minimal de sevrage des levreaux?
Je pense que vers 3-4 semaines, les levreaux sont sevrés. Et donc, au niveau du poids, là, j'avoue que je n'ai pas vraiment l'information en tête, mais c'est peut-être de l'ordre de 1 kg, mais pas beaucoup plus que ça. Donc, ça reste des très petits lièvres quand ils sont sevrés. D'accord. Donc, assez petit, donc. Alors, Monsieur Arnout, votre type de gestion est-il applicable sur des territoires petits, voire beaucoup plus petits? Je sais pas le dire par expérience, parce que bon, la chasse à Dixmude, c'était toujours 600 hectares, ici c'est 700 hectares. C'est pour ça que je mettais au début, il faut essayer de coopérer avec les voisins. Il est clair que si on sait appliquer la même gestion ou les mêmes principes sur une surface plus grande, qu'on va obtenir plus facilement des résultats. Mais au niveau, je veux dire, au niveau des biotopes, au niveau de la prédation, on sait faire tout ce qu'il faut faire, même dans un territoire restreint. Par exemple, au sein de mon territoire, je sais qu'il y a des endroits où je dois plus travailler que d'autres et vice-versa. Donc, je veux dire, ce que je dirais plutôt, c'est d'essayer de vous regrouper alors avec vos voisins. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais essayez, continuez, amenez-les dans les projets, montrez que ça a du sens, montrez que ça rapporte quelque chose, et c'est la meilleure façon d'obtenir des résultats. Ouais. D'accord, merci. Alors, une question pour Manuel. Est-il envisageable de déplacer des jeunes dans des territoires à plus faible densité? Bon, il y a des expériences sur le repeuplement en lièvre et il n'est pas interdit en région wallonne, mais la plupart des expériences, et je pense presque tous les scientifiques qui ont suivi ça, déconseillent vraiment de le faire. Donc, le lièvre est extrêmement sensible, c'est vraiment une espèce délicate. Et donc, déplacer des animaux va les fragiliser. Donc, voilà, ils ne survivront peut-être pas lors de la capture, lors du transport, lors du lâcher. Ils n'auront pas de point de repère non plus dans les territoires en arrivant. Donc, la plupart du temps, c'est une opération qui est pratiquement vouée à l'échec. Les taux de succès, en tout cas, sont extrêmement faibles dans les repeuplements en lièvre. C'est vraiment pas quelque chose à conseiller. Il vaut mieux essayer de partir de la population existante, même si elle est relativement faible. Donc, je pense qu'à partir de 2, 3, 4 lièvres au 100 hectares, ben, il faut partir de là, ou bien partir de populations voisines. Et donc, d'où l'intérêt de travailler à large échelle. Ça, c'est certainement important. D'accord. Alors, une question, je pense à laquelle vous pourrez répondre tous les deux, soit plus au niveau, je vais dire, théorique, au niveau des études qui auraient pu être mises en place, tout comme, je veux dire, ressenti de terrain. C'est quid de la pomme de terre dont les assolements sont en augmentation constante un peu partout? Et est-ce qu'il y a d'autres cultures qui, a priori, sont défavorables pour le lièvre? Vas-y, Arnaud. Oui, c'est vrai que la pomme de terre, ça n'aide pas vraiment. L'impression que moi j'ai, c'est on voit que le lièvre se déplace au moment que les pommes de terre s'installent et donc il va s'abriter ailleurs. Et par après, heureusement qu'on ne sait qu'installer une fois tous les 4 ans les pommes de terre, il va revenir. C'est l'impression que moi j'ai. Ceci dit, ça dépend aussi un peu de la saison. S'il fait très humide, ben, ils vont beaucoup plus pulvériser et donc ça va être beaucoup plus détrimental pour le lièvre. S'il fait sec, ce n'est pas encore trop grave. C'est l'expérience que j'ai. Mais c'est vrai que quand je vois des marées de patates, ça m'inquiète aussi. Ceci dit, j'ai beaucoup de patates, notamment cette année. Et si la surface sur laquelle on travaille, si on tient un peu compte dans la façon de chasser, donc de ne pas exagérer là où le lièvre s'est déplacé, à travers les années, on va quand même survivre.
Mais c'est la culture, c'est vrai que c'est la culture qui me fait le plus peur. Ce qui est bien, c'est un petit parcellage. Plus que c'est varié, mieux que c'est pour le lièvre. Je vais peut-être juste ajouter une chose ou l'autre. Donc, en fait, ça cumule plusieurs inconvénients, les pommes de terre. Donc, d'abord, c'est un travail du sol qui se fait au mois de mai, essentiellement. Donc, à un moment donné où, normalement, la production de jeunes est importante. Et souvent, ça se fait sur des très grands parcellaires. Bien souvent, ce sont des parcelles qui sont réunies de plusieurs agriculteurs. Et donc, on peut avoir un travail de la terre et donc des dégâts sur les jeunes sur des grandes surfaces. Ensuite, la pomme de terre n'est pas consommée par le lièvre, donc c'est de l'alimentation qui manque. Ce ne sont pas des parcelles qui sont utilisées. Donc, pour finir, le lièvre, comme disait très bien Arnaud, se déplace ailleurs et il a un territoire qui se restreint à ce moment-là. Et à côté de ça, certains pesticides, c'est vrai, sont incriminés, peuvent être incriminés. Il y a notamment certains fongicides, je crois, qui sont spécifiquement cités comme toxiques pour le lièvre. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pommes de terre, c'est certainement pas la meilleure des choses pour les populations du lièvre. Alors, une question sur la thématique des rapaces, et là je pense que vous avez certainement tous les deux aussi quelque chose à apporter dans la réponse. Et que pensez-vous du prélèvement dû aux rapaces, principalement sur les jeunes? Y a-t-il des moyens d'y remédier? J'ai encore vu, il y a 4 semaines, j'étais sur le territoire, je voyais une buse qui s'envolait devant moi, elle laissait tomber quelque chose. Tiens, c'est bizarre, je suis allé regarder sur place, j'ai la photo ici dans mon GSM, c'était un petit lièvre. Bon. C'est un constat, c'est tout ce que je sais dire. Voilà. Oui, tout ce qu'on peut ajouter, c'est que pour y remédier, c'est de nouveau une question d'habitat. Donc, plus vous avez des couverts favorables, si les levreaux sont nés dans des MAE ou dans des couverts avec un certain recouvrement, justement, eh bien, il n'y aura pas trop de problèmes. En tout cas, moins que si l'habitat n'est pas favorable. D'accord. Alors ici, on change un peu de thématique au sujet du lièvre. J'ai des questions autour de fortes populations observées plutôt au mois de juillet ou septembre, et puis ensuite des populations qui diminuent, avec pas mal de morts retrouvées sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est dû à des maladies? Est-ce qu'il y a une incidence possible à ce niveau-là? Manuel, je pense que c'est plutôt pour toi. Oui, eh bien, en fait, donc c'est vrai qu'on a tendance à voir pas mal de lièvres au printemps, fin d'hiver, printemps, été, mais c'est une période où l'activité, la reproduction reprend à fond, donc bassin plein. Et donc c'est normal de les voir à ce moment-là parce qu'ils ont une activité un peu plus diurne que le reste de l'année. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, si on en voit plus en été, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de jeunes, donc la population peut être facilement doublée entre le janvier-février et puis le mois de juillet, août par exemple. Et là aussi, c'est une question d'habitat. Donc, quand les champs sont hauts et denses, même des champs de céréales ou des champs de lin, etc., ou des très grandes plaques de maïs, le lièvre a tendance à utiliser les bordures, donc les chemins, les champs de céréales qui viennent d'être fauchés, etc. Donc, on a peut-être tendance à les voir de manière assez facilement au printemps et un peu au début d'été. Puis ensuite, à l'automne, il y a une mortalité qui s'est faite. Donc, les jeunes disparaissent très vite. La reproduction se calme. Enfin, donc, je pense que ce sont ces petits facteurs-là qui font qu'on en voit beaucoup au printemps et puis beaucoup moins par la suite. Je voudrais peut-être ajouter 2 choses. Justement pour cette raison, je l'ai déjà remarqué plusieurs fois aussi, je fais d'office un ICA, un comptage au mois de septembre et au mois d'octobre pour de nouveau avoir un sentiment, tiens, quelle est la population réelle juste avant la chasse. Donc, j'ai déjà souvent dû ajuster un peu le quota maximal en fonction de ces observations-là. Un deuxième élément, c'est que j'observe souvent que les lièvres sont à d'autres endroits la nuit ou le soir, quand on va luber,
plutôt que le jour quand on va chasser. Et certainement, quand on a des bois importants, ça arrive souvent de voir que la nuit, quand on va allumer, ben, le lièvre est sorti du bois pour aller manger. Et le jour, quand on chasse, ben, on est étonné parce qu'on les voit plus. Donc, c'est des raisons pour lesquelles on pourrait facilement dire, voilà, les plaines qui jouxtent un bois, on peut être un peu plus relax, parce qu'il y aura pas mal de lièvres qui se sont gités dans le bois pour la journée. Et quand on fera un comptage après avoir chassé, on va être soulagé de voir quand même qu'il y a encore pas mal de lièvres qui sont sortis du bois. Ouais. Et au sujet des maladies, est-ce que l'un de vous deux a un retour par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des foyers de tularemie découverts en région wallonne? Est-ce que vous avez un peu des infos à ce sujet, des exemples de territoires où la population s'est effondrée à cause d'une maladie? En fait, on n'a pas beaucoup de données. Donc, il y a bien le réseau santé et surveillance de la faune sauvage, donc, ou surveillance de la santé de la faune sauvage, donc à l'ULG, qui permet d'analyser tous les lièvres qui sont collectés, rapportés par les chasseurs ou par d'autres. Donc, il y a tout un réseau de congélateurs qui est mis à disposition de chacun. Donc, ces lièvres sont analysés, mais pour finir, il y a une dizaine de données par an, donc ce n'est pas énorme du tout. Donc, ce n'est pas du tout facile de se faire une idée sur l'occurrence des maladies en région wallonne, mais on peut supposer que c'est exactement comme dans les pays voisins, avec la pseudotuberculose, coccidiose et d'autres maladies virales. Mais ce que j'ajouterais, c'est que globalement, il n'y a pas moyen de faire grand-chose contre ces maladies. Et donc, la seule réaction intéressante, à mon avis, c'est de ne pas ajouter de surmortalité. Donc, si on constate des lièvres morts de maladies sur son territoire ou dans les environs, ben, le mieux, c'est vraiment d'être encore plus prudent au moment de la saison de la chasse pour ne pas ajouter de surmortalité. Et peut-être de rappeler aussi qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les congélateurs du réseau faune sauvage, puisque les analyses sont gratuites une fois les lièvres déposés pour être analysés à l'Université de Liège. Je pense qu'ils seront heureux de pouvoir faire plus d'analyses comme ça aussi. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a 30 ou 40 congélateurs dispersés à travers la région wallonne, donc ils sont toujours accessibles. Il y a certainement un contact à prendre, soit au niveau du conseil synergétique ou du DNF. Mais sinon, il faut regarder sur le site internet donc faunesauvage.be. Merci. Alors, une question sur les couverts enherbés. On entend souvent dire que les pâtures, comme les vergers Bastiges ou Tiges, sont très favorables aux lièvres. Est-il utile de les considérer comme des réserves et donc de les laisser non chassés? Dans les maternelles que j'évoquais tantôt, il y a pas mal de zones de prairies, etc. Il y a des bosquets où je demande aussi de ne pas tirer les lièvres, parce que c'est des petits bosquets et que je sais que voilà, c'est des abris des lièvres et qu'il y a suffisamment de chances autour dans les plaines. C'est vrai que les prairies peuvent être très favorables. Pour maintenant, les exclure totalement, ça je ne ferai pas. Une expérience que j'ai, je ne sais pas le prouver scientifiquement, je n'ai jamais lu quelque chose là-dessus. Je vais le partager avec vous, mais je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ou pas, mais j'ai l'impression, même si dans des zones de votre territoire, il y a une faible présence de chasse, il faut toujours quand même avoir une très légère pression de chasse. J'ai l'impression, c'est une impression, j'ai l'impression qu'une toute légère pression de chasse n'est jamais mal, n'est jamais mauvaise. C'est même mieux pour moi que d'arrêter et de ne faire aucun prélèvement. Donc, mais je ne sais pas le prouver. C'est l'expérience que j'ai. Voilà, si ça va un peu moins dans une zone, il faut toujours quand même un tout petit peu chasser, plutôt que de dire voilà, là je ne chasse pas du tout.
mais à part les réserves, bien évidemment. Ouais. Mais je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Si je peux juste ajouter un mot, donc à propos des prairies, je crois qu'elles peuvent être très utiles, surtout quand elles sont à petite dose au sein de terres arables, de terres cultivées. Donc, elles peuvent offrir une herbe en croissance, donc qui est vraiment la base alimentaire pour le lièvre, notamment en plein été, quand les céréales sont déjà trop hautes et ne sont plus très appétées, mais aussi en hiver. Donc, à petite dose, c'est certainement très intéressant d'avoir ces prairies. Oui, de là à les mettre en réserve, je pense que pour qu'une réserve soit vraiment efficace, il faut qu'elle ait une certaine taille. Donc, juste quelques hectares de prairies en réserve n'apporteraient sans doute pas grand-chose. C'est une des raisons pourquoi les circuits dans les petits bosquets, ça fonctionne tellement bien. Parce qu'on a en permanence de l'herbe dans les bosquets où c'est tout à fait protégé, où voilà, il y a une tranquillité et c'est attirant pour le lièvre. Alors maintenant, une question pour Manuel. On arrive dans les dernières questions. On va tout doucement clôturer. Une petite question pour Manuel. Se pourrait-il qu'un plan de gestion arrive prochainement avec des quotas en fonction des comptages pour le lièvre? Non, pour le moment, en tout cas, c'est absolument pas imaginé dans la tête de l'administration. J'en ai en tout cas jamais entendu parler. Bon, je sais que des plans de gestion pour le lièvre sont mis en place en France et que globalement, les résultats sont plutôt satisfaisants, même si c'est assez lourd à mettre en œuvre. Mais ici, en Belgique, non, on n'en a encore pas parlé du tout. Maintenant, comme pour la perdrix, les choses peuvent changer très vite, bien que la situation est différente. La perdrix est classée vulnérable, alors que le lièvre ne l'est pas. Il est considéré comme en préoccupation mineure au niveau de l'UICN. Donc voilà, c'est la seule réponse que je peux faire pour le moment. Merci. Alors, une question pour Arnout. Quels emplacements pour les affûts renards en lisière de bois, plutôt fixes ou mobiles? Et est-ce qu'il faut tenir compte de la proximité d'éventuels terriers? Il ne faut jamais se mettre trop près du terrier. On peut le faire sans le savoir, mais il faut essayer d'éviter ça. Il faut toujours avoir quand même 50, 60, 70 mètres du terrier pour éviter quand on arrive que le renard le sait aussi. Les lisières de bois, ça fonctionne bien parce qu'à un certain moment, le renard, il va sortir, il va chercher pour nourrir ses jeunes, etc. Oui, je ne sais pas le décrire, il faut l'essayer sur votre territoire. Il y a des couloirs, les renards que vous avez tirés, ils sont morts, donc ils ne savent plus le dire. Mais pour une raison ou une autre, il y a des couloirs qui sont utilisés et réutilisés par des générations de renards. Une fois que vous avez trouvé ces couloirs sur votre chasse, si vous avez un mirador bien emplacé en fonction du vent, etc., ça fonctionne. Il y a des miradors, sur les 23 miradors ou échelles que j'ai sur place, il y a quelques échelles qui sont vraiment des endroits où je sais, bon, c'est des endroits top. Et des 15 à 20 renards que je vais tirer sur l'année, je peux être sûr que j'en tirerai 2 ou 3 sur cette échelle-là. Donc, c'est important d'essayer. C'est la raison pour laquelle j'ai comme ça des petites échelles en acier. On sait facilement les monter, on essaye un peu, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, si on fait des erreurs, on les déplace. Et une fois qu'on est sûr d'un endroit, on peut éventuellement changer vers un mirador en bois ou une échelle en bois. Oui. Alors, une question maintenant. Dans l'exposé de Manuel, il y avait un point où il était mis qu'il fallait essayer de prélever les lièvres les plus corpulents, mais juste après, il était mis que ce sont justement les femelles. Est-ce que c'est bien logique ou est-ce que c'est eu une petite erreur? Non, je crois que j'ai mis préservé, pas prélevé. Ah, d'accord. Ok, donc c'était une erreur de lecture. Non, je pense. Une autre petite question pour Arnout cette fois. Le fait de privilégier l'affût plutôt que le piégeage est-il lié à un souci de timing ou à un autre facteur? Je pense que c'est peut-être aussi un peu l'historique ou une préférence personnelle. Je fais de longues journées au bureau.
comme ça, sortir le soir sur une échelle, c'est un moment zen pour moi, où je peux tout oublier et ça fait grand plaisir. En même temps, je trouve qu'on observe beaucoup, on observe le gibier en général, on peut voir s'il y a des promeneurs qui sont où ils ne doivent pas être. Voilà, c'est une totalité qu'on voit. Ceci dit, si vous avez un garde ou vous-même, vous êtes très bon piégeur, ça peut très bien marcher. C'est peut-être parce que moi, mon garde, on a moins l'expérience, par exemple, de bien travailler avec des collets qu'on le fait. Pour nous, ça marche bien à la carabine. Mais c'est pas réfléchi qu'on dit on préfère ça plutôt que ça ou ça marche mieux. Non, c'est plutôt une expérience personnelle ou une historique personnelle. D'accord. Alors, une dernière question pour clôturer. Alors, est-il vrai qu'il y a des terres à lièvre et des terres où il n'y en aura jamais? Donc là, peut-être que vous avez tous les deux des éléments de réponse et nous clôturerons par cette question. Allez, Manuel. De toute façon, il a une distribution qui est souvent vraiment de manière très disparate, disons, avec des zones où il se concentre et puis des zones où il est nettement moins présent, donc, comme on le voyait sur une dia. Mais oui, c'est possible qu'il y ait des zones qui soient peu favorables au lièvre globalement, mais Arnaud aura peut-être une expérience de terrain qui sera plus intéressante dans ce cadre-là. Moi, je dirais oui, absolument. Il y a des endroits où il y aura toujours du lièvre. Il y a des endroits où ce sera toujours difficile d'avoir du lièvre. Je ne sais pas toujours l'expliquer. Les vallons, le lièvre aime bien. Là, il y a beaucoup de vent, le lièvre aime moins. Mais c'est la même chose avec la perdrix, c'est la même chose avec les faisans. Il faut un peu observer. Et puis, ça fait aussi plaisir des incertitudes et du fait qu'il faut toujours rester pied sur terre et d'avoir un respect pour tout ce beau gibier. Bien, merci à tous les deux. Je vais céder la parole à ma collègue Violaine qui va nous faire la conclusion de ces très beaux exposés. Oui, merci. Donc ici, on est obligé de clôturer le webinaire. Je vois qu'il y a encore plein de questions et on aurait pu faire encore une demi-heure, voire une heure pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à contacter les intervenants par la suite si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas reçu de réponse. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Merci aux intervenants qui ont fait des présentations vraiment intéressantes et motivantes. Ça donne plein d'idées. Et merci aussi aux collègues qui ont aidé à l'organisation du webinaire. Donc, en tant que chasseur, vous voyez que c'est possible, qu'il y a moyen de faire plein de choses. Et j'espère que grâce à ça, on pourra contribuer à développer les populations de lièvres en Wallonie. Voilà. Donc, si vous souhaitez revoir le webinaire, on a enregistré le webinaire aujourd'hui et si tout s'est bien passé lors de l'enregistrement, on vous enverra le lien pour revisualiser ça d'ici quelques semaines. Voilà, mais en tout cas, un tout grand merci et je vous souhaite une bonne soirée.